on passe directement au panel de la première session, ou la première séance. La première séance sous le thème Maroc-Afrique subsaharien, relations séculaires et partenariat Sud-Sud exemplaire. Alors, je vais inviter M. Zakaria Abou-Dahab, directement, professeur de relations internationales, vice-doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université Mohammed V, Rabat. J'invite aussi notre cher professeur, M. Miloud Loukili, professeur de droit international à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université Mohammed V à Rabat. Et il va nous parler de la diplomatie économique de Sa Majesté le roi Mohammed VI en Afrique. J'appelle aussi M. Moulay Hicham Mou'tadid du Canada. Mou'tadid, je suis vraiment désolée. Politologue, écrivain et chercheur, directeur général Amérique du Nord de l'Observatoire transatlantique de l'Afrique, sur l'Afrique et le Proche-Orient au Canada. J'appelle aussi M. Mohamed Traoré Souaré du Libéria, doctorant en relations internationales à l'Université Mohammed V de Rabat. Messieurs, vous avez une dizaine de minutes chacun. C'est bon? Monsieur Loukili? Ah non, non, non. Peut-être. Merci, merci. Bonjour. Donc, je vais être bref puisque tout a été dit pratiquement et donc ça nous rend la tâche un peu ardue. Il faut éviter les redondances. Ceci dit, je me réjouis de me retrouver pour la deuxième fois dans le cadre du Centre culturel à Montréal, après la visite de mai 2017 sur la diversité culturelle, mais j'ai déjà visité le Montréal en 2009 dans une autre occasion. Donc, mesdames et messieurs, c'est pour moi un réel plaisir et une grande joie d'être le rapporteur de cette séance, enfin de ce colloque, puisque tout à l'heure, l'après-midi, il faudra conclure sur des aspects opérationnels, comme M. Zi vient de le dire tout à l'heure. Et c'est un colloque qui intervient à point nommé. Ça nous réjouit puisque, en tant qu'universitaire, l'Afrique devient un objet de pensée et d'études sur le plan épistémologique. Et nous sommes très mobilisés au niveau de l'université Mohammed V à laquelle j'appartiens pour un peu faire avancer les études africaines à travers, entre autres, la création de masters, par exemple, spécialisés dédiés à ce thème. C'est Jafar, merci de ta générosité, mais aussi de ton dynamisme, ce que vous faites donc officiellement ici, au niveau du centre, vous honore en tant que Marocain. Le colloque est intitulé Maroc-Afrique, Canada, les voies d'un avenir prospère de l'Afrique. C'est donc dans le cadre d'une approche de coopération dite triangulaire, mais il est décliné en des sous-thèmes. Tout à l'heure, les orateurs vont chacun présenter la thématique pour laquelle il a été chargé. Nous sommes plutôt dans le cadre, il me semble, de relations croisées, nord-sud, sud-nord, sud-sud. Je ne dirais pas nord-nord, puisque l'Afrique nous interpelle aujourd'hui. Évidemment, le thème qui nous mobilise revêt une importance et une actualité brûlante. Le continent africain, ça a été rappelé tout à l'heure, population qui est dynamique à l'horizon 2050, qui va presque doubler. Mais en même temps, c'est un continent qui est énorme sur le plan de la superficie, à peu près 30 millions de kilomètres carrés. C'est aussi une Afrique de tous les contrastes, il me semble, tous les paradoxes, mais c'est un continent de l'espoir. Récemment, dans le cadre du Doing Business, c'est un rapport mondial qui est adopté dans le cadre de la Banque mondiale. C'est avec une grande surprise que nous avons appris que l'île Maurice a été classée premier pays dans cet indice de la compétitivité. Doing Business, c'est l'attractivité économique du droit, suivi par le Rwanda, deuxième pays, et troisièmement par le Maroc. Ça, c'est intéressant. Pourquoi j'évoque cet exemple? Puisque la question de l'émergence, il me semble, est au cœur de cette problématique. Ça a été rappelé tout à l'heure dans le cadre des ambitions de pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal aussi, comme l'Éthiopie, comme le Rwanda, qui ambitionnent de devenir des pays émergents. Et c'est là où la coopération triangulaire pourrait peut-être un peu booster ce processus et cette dynamique. Alors, rapidement,
Je présente les orateurs. Professeur Milot Lokili, professeur de droit international. Il a travaillé beaucoup sur les questions maritimes. Il le dit souvent, c'est un homme de la mer. Et ça me rappelle le proverbe qui dit que l'optimiste espère des vents favorables, le pessimiste craint des vents défavorables, alors que le réaliste ajuste ses voiles. Hein, d'accord? Et j'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à Madame Lokili, hein, qui est venue, hein, absolument, et qui accompagne Monsieur Lokili dans le cadre d'un voyage. Monsieur Mohamed Traoré Souaré, il vient du Libéria. En fait, c'est mon doctorant. Il travaille sur les accords de partenariat économique. Et donc, on l'a associé à cette démarche. Pourquoi? Parce qu'on veut aussi montrer que le Maroc, à travers la formation, il fait œuvre utile. Il fait œuvre utile à l'Afrique. Et ça nous honore puisque, au-delà de sa casquette de doctorant, il a la diplomatie dans les veines et dans le sang. Donc, il va justement présenter un thème sur l'espace anglophone au niveau africain, un peu connu du côté des Marocains, puisque généralement, on s'intéressait plus à l'Afrique francophone, mais aujourd'hui, c'est aussi des projets structurants comme le gazoduc Nigeria-Maroc. Certainement, il va un peu modifier la physionomie de la région, ce qui fait que ce projet important, c'est Lokili, évidemment, va parler de la diplomatie économique de Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Et nous avons donc un jeune chercheur qui, lui, d'ailleurs, que s'est déjà rencontré la dernière fois, en mai, absolument. C'est Moulay Hicham Mu'tadid. Votre sujet est très particulier puisque vous allez présenter une communication sur les relations spirituelles entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne. Malheureusement, M. Khalilo Sidibé, qui est un politologue malien, pour des raisons professionnelles, à la dernière minute, il nous a prié de l'excuser parce qu'il ne pouvait pas venir. Et puis, il allait traiter d'une thématique très importante qui est la dynamique d'intégration régionale. Ceci dit, vous avez 10 minutes pondérées, hein, d'accord, avec éventuellement. Alors, j'invite professeur Lokili à venir au pupitre. Sinon, s'il est à l'aise, là où il est, il pourra directement présenter sa communication. Merci. Merci, cher frère. Vous venez d'évoquer les vents favorables. Permettez-moi, en tant qu'Africain et fier de l'être, d'évoquer un proverbe swahili qui dit « Lorsqu'on n'arrive pas à agir sur le vent, il vaudrait mieux ajuster sa voile. » Et c'est ce que fait Mohamed VI, que Dieu le glorifie, depuis son accession au trône. Il agit sur la voile pour faire de ce bateau marocain l'arrimer à la mondialisation, tout en ne pas perdant son âme, en restant foncièrement africain. Et cela a été, encore une fois, confirmé hier ou aujourd'hui à Marrakech. Monsieur notre représentant ici au Canada l'a souligné tout à l'heure. En tant que, je paraphrase Sa Majesté avec votre permission, en tant que Marocain convaincu, le Maroc s'ancre foncièrement dans son environnement naturel, l'Afrique. Tel cet arbre dont parlait Feu Hassan II dans le défi, dont les racines plongent profondément en Afrique, mais dont les feuillages respirent de l'Europe. Chers amis, moi je suis un homme de la mer. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que tout ce qui touche l'Afrique ne peut pas me laisser indifférent. Et s'il n'y avait pas cet oiseau de la rame qui nous a ramené, ma femme et moi, jusqu'ici. Ah, il est là. Eh bien, j'aurais fait la brasse et venir jusqu'ici. Parce que l'Afrique, c'est nous. Nous sommes l'Afrique. Et que mes amis canadiens me permettent de loucher vers mes frères africains représentés dignement ici,
messieurs les ambassadeurs, mon président, mon frère de ce beau pays, la Guinée-Conakry, et monsieur l'ambassadeur, représentant de ce grand pays, le Mali, et chacun d'entre vous, bien entendu, mes frères et sœurs de ce continent auquel nous appartenons. Et que mes amis, que mes frères africains me pardonnent également ici, de dire toute la fierté que je ressens, de me retrouver dans ce haut lieu de la culture. Grâce à monsieur le directeur et à son équipe, ce centre renaît de ses cendres. Il y a une âme, et cette âme, elle est marocaine, elle est multidisciplinaire, elle est multidimensionnelle, elle est avant tout africaine. Et j'aimerais ici, encore une fois, rendre un vibrant hommage à nos représentants du royaume, aussi bien dans ce grand pays, l'Afrique, le Canada, qu'ici à Montréal, à travers vous, Madame la Consul Générale. Permettez-moi également de dire que je suis ici également parce que j'ai une fibre sensible à l'égard de nos frères canadiens et plus particulièrement québécois. Je suis membre fondateur depuis plusieurs années de cela de l'Association marocaine d'amitié Maroc-Québec dont je suis vice-président. Et j'attends avec beaucoup d'impatience l'ouverture d'un bureau de représentation du Québec chez nous et nous nous ferons un bonheur de coopérer avec vous. Mais coopérer avec vous dans le sens d'une coopération triangulaire. Coopération triangulaire qui fait justement, qui est la philosophie qui sous-tend toute la diplomatie économique du royaume, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie. Je n'ai pas la prétention, chers amis, de vous présenter la diplomatie économique de Sa Majesté dans quelques secondes ou dans quelques minutes. Je proposerai peut-être aux organisateurs de prévoir un autre colloque sur cette thématique avec les différentes dimensions, la participation de la société civile, des acteurs économiques, des ONG, etc. Mais je me limiterai à quelques idées puisque, je dois l'avouer, mes amis qui m'ont précédé ne m'ont rien laissé à dire. Mesdames et messieurs, le président Ouattara, Alassane Ouattara, de la Côte d'Ivoire, exactement le 27 juillet 2017, à la tribune du prestigieux Institut royal britannique des relations internationales, Chatham House de Londres, avait dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il avait dit en substance qu'après l'afro-pessimisme, nous assistons à l'heure de l'afro-optimisme. Et l'on entend dire que les lions d'Afrique, parmi lesquels les lions de l'Atlas, permettez-moi de rajouter cela également, de façon amicale, à la citation de mon président, le président de la Côte d'Ivoire. Les lions d'Afrique sont en train de poursuivre les tigres d'asiatiques, bien avant les lamas d'Amérique latine et le Moyen-Orient, qui est en prise avec les retombées de ce qu'on appelle la révolution du jasmin. Fin de citation. Cette évocation cadre parfaitement avec la ligne qu'a suivie Sa Majesté le Roi depuis son accession au trône. Mon frère ami, monsieur le directeur du cabinet du ministre ivoirien de l'intégration, j'insiste beaucoup sur l'intégration, combien je suis fier de cette appellation, et j'ose espérer, puisque l'idée a été lancée par Sa Majesté récemment, que le Maroc se dotera d'un véritable, un grand ministère d'intégration africaine. Vous avez évoqué tout à l'heure, cher ami, vous avez évoqué un proverbe de chez nous, d'Afrique. Vous avez dit, là où le cœur n'y est pas, le pied n'y va pas.
Eh bien, cela m'a fait penser, puisque nous sommes dans une maison de la culture, et j'aimerais ici me référer à ce qu'a dit un grand anthropologue français qui est décédé récemment à l'âge de 95 ans et qui s'appelle Georges Ballandier, qui était directeur des études de l'école des hautes études sociales de Paris. Il a été l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages sur l'Afrique. Il avait dit, je cite, « Si l'on veut connaître l'Afrique, il faudrait absolument aller là où le cœur africain est, c'est-à-dire dans les villes, dans les champs, dans les contrées. Puis-je ici, sans chauvinisme aucun, dire que toute la politique de ce qu'on appelle la diplomatie économique du roi Mohamed VI est placée justement là où bat le cœur des Africains. Qui peut se targuer parmi les chefs d'État d'avoir sillonné l'Afrique de long en large depuis son accession au trône? Sa Majesté connaît l'Afrique. Et le président sénégalais, le président Macky Sall, a qualifié le roi marocain comme le roi africain. Et je cite toujours le président Macky Sall, parlant de Sa Majesté, avait dit que Sa Majesté a visité la savane et a été partout, dans les campagnes, dans les villes en Afrique. C'est dire que la vision que présente le roi dans ce qu'il appelle la diplomatie économique du royaume est une vision qui est novatrice, innovante et qui est solidaire. Puis ici également souligner, puisque nous sommes toujours dans la maison du Maroc, que le Maroc est le seul pays du Maghreb à avoir eu des relations multiséculaires avec l'Afrique subsaharienne, en raison des routes caravanières qui partaient du Maroc pour aller au fin fond de l'Afrique. Ces derniers temps, chers amis, la mondialisation oblige, nous avons beaucoup parlé de la nouvelle route de la soie, initiée par le grand géant chinois. Modestement mais sûrement, le roi du Maroc, le roi de l'empire chérifien, le roi de ce qu'on appelle le Maghreb, c'est-à-dire l'Occident du monde de l'Orient, baigné par deux immenses espaces maritimes et riverain d'un des détroits les plus importants au monde, le détroit de Gibraltar, eh bien, le roi est en train de creuser son sillon en vue d'une nouvelle route. Mais cette fois, c'est la route de la foi. Et je vise plus particulièrement, monsieur le directeur, qui a évoqué tout à l'heure à la fois la migration, mais également le côté spirituel. Et je crois que grâce à notre ami, le jeune chercheur, nous allons pouvoir approcher de très près la diplomatie cultuelle, la diplomatie spirituelle du royaume, qui est le meilleur antidote contre le terrorisme, contre les déviances. J'aimerais ici également, dans cet institut de la culture, vous dire que la démarche du Maroc, la philosophie qui sous-tend la diplomatie économique du royaume, sous l'impulsion de Sa Majesté, n'est pas un phénomène nouveau. Cette diplomatie s'inscrit dans le continuum historique du royaume. Et ici, force est de rappeler ce que vient d'écrire un grand écrivain français, membre de l'Académie française, Jean d'Ormesson, dans un ouvrage volumineux qui est ainsi intitulé, paru dans Gallimard, 2016. Il est ainsi intitulé l'ouvrage. Je dirais malgré tout que cette vie fut belle
Il a dit quelque chose qui doit nous interpeller, nous, Africains. Très intéressant. Il a dit, je cite, « Je suis de ceux », il doit avoir 80 ans, il a dit, au plus, il a dit, « Je suis de ceux qui croient qu'avant la fin de ce siècle, l'Afrique sortira de sa torpeur infantile et de ses troubles d'adolescence. L'Afrique est à l'origine de l'aventure des hommes. Elle reprendra bientôt, dans le concert de l'univers, la place qui est la sienne. » Point, fin de citation. C'est dire que l'Afrique qui relève la tête, l'Afrique qui ne veut plus être l'outre-mer, l'Afrique qui ne veut plus être une laissée pour compte, l'Afrique qui ne veut plus être, pour reprendre paraphraser ce que disait Frantz Fanon, damné de la terre. Eh bien, l'Afrique maintenant prend en main sa destinée. Et c'est pourquoi j'estime personnellement, et je termine par là, Zakaria, et j'estime personnellement que le retour, parce que moi ainsi, je pense, Zakaria Abou Dahab partage mon point de vue, moi j'estime que le retour royal du Maroc à l'Union africaine, c'est un retour et non pas une admission. Parce que le Maroc est membre fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine. Et en tant que juriste, je considère que le Maroc a un droit de préemption, haq shfa, puisqu'il a été à l'origine de la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Et ici, le hockey de l'histoire. Nous assisterons, Inch'Allah, bientôt au Maroc à l'avènement d'un grand ministère de l'intégration africaine, des affaires africaines, sous l'impulsion, la forte impulsion royale. Eh bien, cela n'est que le retour de l'histoire. Parce que dans les années 60, exactement en 1960, on avait au Maroc un ministère, un grand ministère qui s'appelait le ministère des Affaires africaines. Et n'oublions pas qu'en 1960, 61, 62, fut organisée à Casablanca la première grande manifestation panafricaine qui donnera naissance, quelques années plus tard, en 1963, à l'organisation mère de l'Union africaine, l'Organisation de l'Unité africaine à Addis Abeba. C'est dire, et je termine par là, en me dirigeant surtout vers mon président, monsieur le représentant de ce beau pays que nous aimons, la Guinée. C'est pourquoi monsieur le président Alpha Condé, tout récemment, a dit, je le paraphrase, le retour du Maroc à l'Union africaine est un retour qui renforce l'Afrique. Et je cite, nous comptons, c'est lui qui le dit, nous comptons beaucoup sur le Royaume du Maroc, puisque la contribution du Maroc, pour que la contribution de l'Afrique puisse prendre en main sa propre destinée. Le Maroc en Afrique n'est pas une présence opportuniste. Le Maroc en Afrique, c'est une présence active en faveur du citoyen africain. Et je voudrais terminer en soulignant, en m'inspirant d'une citation d'un grand homme qui a marqué l'histoire, au même titre que nos grands hommes africains dont nous sommes fiers. Ce grand homme, il est européen, il est français. Il a libéré la France, c'est le général de Gaulle. Il avait dit, dans la fameuse allocution à la mairie de Paris, en 1944, à la libération de France, il avait parlé justement, il avait évoqué la France, qui était sous l'occupation allemande et qui venait de se libérer. Et j'aimerais le paraphraser avec votre permission en guise de conclusion à cette brève intervention qui, bien entendu, n'a pas du tout la prétention de présenter
cette feuille de route ambitieuse, audacieuse, courageuse, qui s'appelle la diplomatie économique du roi de l'Empire chérifien. Alors je le paraphrase, mais au lieu de placer Paris, je place l'Afrique. Je cite, « L'Afrique outrageuse, l'Afrique brisée, l'Afrique martyrisée, mais l'Afrique debout. L'Afrique debout, vers l'avenir, cette paraphrase de général de Gaulle, eh bien, nous permet d'espérer d'un avenir radieux pour cette Afrique qui relève la tête, cette Afrique qui prend en main sa destinée et qui, plus que jamais, s'inscrit dans le présent, lequel présent destine un futur rayonnant pour une Afrique qui, hier encore, était l'oubliée de l'histoire. Je vous renvoie à un certain discours qui a été fait dans une capitale que nous aimons, à Dakar, il y a de cela quelques années. Voilà brièvement brossé quelques traits saillants de cette politique ambitieuse du roi du Maroc pour un continent dans lequel le Maroc a toute sa place. C'est une vieille nation chargée d'histoire, le Maroc, qui s'adresse à ses pairs africains pour bâtir une sorte de plan Marshall pour notre continent. J'ose espérer, et je termine véritablement par cela, j'ose espérer, en m'inspirant encore une fois d'une sagesse africaine, j'ose espérer que lorsque, je cite, lorsqu'on arrive au ciel après la mort, on n'est envoyé au paradis que si l'on entretenait de bons rapports avec ses voisins. Cette sagesse doit inspirer beaucoup de pays, et plus particulièrement les pays voisins du royaume chérifien, et plus spécialement le pays frère. Dieu préservant de mes frères, mes ennemis je m'en charge. Merci. Merci de votre attention. Juste avant de passer au deuxième intervenant, je voudrais souhaiter la bienvenue à notre chère sœur, la chargée d'affaires de l'ambassade du Rwanda, Shakila Umutandi. Viens avec nous ici. Viens nous rejoindre. Ok. Donc, bonjour tout le monde, Excellences, Mesdames et Messieurs. D'abord, je remercie le Centre culturel d'Al-Maghreb de m'avoir invité de prendre part aujourd'hui de cette conférence très intéressante qui porte sur Canada, Maroc et Afrique. Lorsque j'ai commencé, pour être bref et pour entrer directement dans le sujet, lorsque j'ai pensé à penser à quoi présenter aujourd'hui, surtout d'un point de vue spirituel et culturel, et sur les fondements des éléments du Maroc en Afrique dans son action politique, je me suis dit que 10 ou 15 minutes, c'est vraiment très peu. Parce que le rôle du Maroc en Afrique remonte à plusieurs siècles et il a connu vraiment plusieurs dimensions selon les périodes que ce continent a traversé dans le temps et l'espace. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Maroc était le principal pays du Maghreb qui a eu des relations multiséculaires avec l'Afrique subsaharienne à travers ces échanges caravanières. Et c'est à partir de là que le Maroc a essayé vraiment de développer ses relations avec les souverains subsahariens. Ces souverains, à l'époque, étaient vraiment intéressés par les chevaux, les armes et les objets manufacturés venant du Nord, ou ce qu'on appelait à l'époque
le Grand Maroc. Ce qui a été très particulier, c'est même sous l'ère coloniale, ce commerce transsaharien n'a pas été affaibli, notamment entre le Maroc et le Sénégal, ainsi que d'autres pays vraiment de l'Afrique de l'Ouest, parce que c'est le prolongement naturel du Maroc vers l'Afrique. Là, j'ai commencé à penser, pour que je sois vraiment très efficace dans mon intervention, de m'arrêter sur deux aspects. D'abord, la valeur de solidarité que le Maroc a toujours mis en avant dans ses actions et ses relations avec l'Afrique, et aussi le rôle de la dimension séculaire, qui est aussi une dimension très importante à vous présenter aujourd'hui. L'identité africaine du royaume est clairement ancrée dans l'esprit de l'ensemble des Marocains. Le Maroc n'a pas cessé vraiment de le démontrer depuis l'indépendance dans ses discours politiques, dans ses actions économiques, mais aussi dans sa diplomatie vis-à-vis d'un ensemble des pays africains, amis et frères sur le continent africain. Le Maroc n'a pas cessé, depuis son indépendance, non plus vraiment de réunir sur son territoire plusieurs présidents et chefs africains, notamment autour des problématiques de ce continent. Et d'ailleurs, le Maroc a ainsi abrité en janvier 1961 la conférence de Casablanca, qui est vraiment l'esprit, qui constitue l'esprit qui a donné la naissance de plusieurs organisations, notamment à travers la charte de Casablanca, ou ce qu'on a connu par la suite, ce qu'on appelle l'Organisation de l'Unité africaine, créée en 1963. Avec l'avènement du roi Mohamed VI en juillet 1999, les choses se sont accélérées avec une autre dimension de coopération économique sud-sud. Donc, comme vous voyez, il y a toujours cette dimension solidaire du Maroc dans ses actions avec les pays africains. D'abord, le premier symbole que le roi Mohamed VI a donné a été manifesté en avril 2000 au Caire lors du sommet Afrique-Europe en Égypte. À travers l'annulation des dettes de nombreux pays africains vis-à-vis du royaume, et aussi l'ouverture des frontières marocaines aux produits d'exportation de ces pays. Et le second symbole, c'est vraiment les multiples visites du roi du Maroc dans plusieurs pays africains et en y séjournant vraiment pendant de longues durées. Il y a aussi un nombre important des coopérations qui ont été signées par le Royaume du Maroc avec plusieurs pays africains, et qu'on peut compter à plus de 400 conventions jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que cet aspect solidaire a été vraiment remarqué dans la vision du Maroc en Afrique à travers les discours du roi du Maroc, notamment en mettant vraiment l'accent sur la dimension globale, multidimensionnelle et intégrée, en dépassant vraiment l'aspect classique ou la dimension classique qui s'est limitée dans un passé récent au cadre de partenariat. Le Maroc aussi, dans sa dimension et sa valeur solidaire avec l'Afrique, a mis l'accent sur le développement humain. Il la met vraiment au centre de ses actions avec les pays africains. Notamment, je peux citer des exemples, c'est que le Maroc a apporté son aide à de nombreux pays victimes de catastrophes naturelles, qu'il s'agit des conflits militaires au Mozambique, Burkina Faso, au Mali, mais aussi les déplacements du roi suite à des famines qui ont affecté des pays africains. Et je citerai là l'exemple du Niger en 2005, lorsque le roi Mohamed VI s'était alors rendu dans ce pays pour exprimer sa solidarité aux victimes. En 2014 aussi, le Maroc était parmi les rares pays qui a maintenu ses liaisons aériennes, qui relient le royaume au Libéria, la Guinée au Sierra Leone, qui ont été affectés par le virus d'Ebola. Et le Maroc vraiment a manifesté sa collaboration en insistant sur maintenir les liaisons aériennes avec ces pays-là. Il y a aussi un autre organisme qui joue un rôle très important dans la politique étrangère du Maroc, à savoir l'Agence marocaine de coopération internationale, et qui aussi, en privilégiant cette dimension
solidaire avec les pays africains. Il essaye de mener des actions denses et multisectorielles dans tous les sens, notamment en mettant vraiment la dimension humaine au centre de ses stratégies et de sa politique actionnelle en Afrique. C'est un organisme qui facilite vraiment la venue de plusieurs étudiants africains au Maroc, au nombre de 10 000 chaque année, dont 740 boursiers, en termes de 70% des étrangers, et 70% qui venaient vraiment de l'Afrique subsaharienne. Il y a aussi cette solidarité aussi se manifeste à travers le transfert du savoir-faire marocain et des expériences à travers la formation des cadres africains, que ce soit au Maroc ou bien l'envoi des cadres supérieurs marocains en Afrique pour qu'ils puissent encadrer un certain nombre de fonctionnaires dans plusieurs organismes et ministères africains. Donc, je vous expose tout ça juste pour vous dire que la culture solidaire du Maroc était toujours présente, que ce soit au niveau économique, commercial, politique ou social dans sa stratégie en Afrique. Naturellement, qu'il y a cette attirance naturelle vers l'Afrique francophone et musulmane parce que, comme on sait tous, la langue est un élément très important qui renforce les relations avec la majorité de ces pays en Afrique, mais il y a aussi un certain nombre de valeurs partagées avec des pays qu'on partage avec eux ces valeurs spirituelles et séculaires en Afrique. L'Afrique de l'Ouest est la zone de prolongement naturel du Maroc vers le reste du continent, où le Maroc a partagé à travers le temps vraiment des liens civilisationnels, séculaires avec un certain nombre de pays, notamment le Sénégal, au Côte d'Ivoire et aussi au Gabon. Et ces rapports, normalement, le Maroc a eu une certaine crédibilité, un certain modèle de gestion de champs religieux à travers ses relations avec, dans le monde arabo-musulman. Mais ce qui caractérise aussi vraiment le fondement de la légitimité islamique du Maroc, c'est l'organisation religieuse en fait à l'intérieur du Maroc. Et cette particularité se fonde sur deux éléments très intéressants, à savoir le statut du commandant des croyants et aussi celui de l'acte de l'bay'a, ce qu'on appelle le contrat d'allégeance. Ces deux éléments sont très intéressants dans la gestion du champ culturel, séculaire et religieux marocain parce que, d'abord, le titre d'Amir al-Mo'minin ou le commandeur des croyants essentiellement a deux fonctions dans le système politique marocain. L'une est inclusive et l'autre est exclusive. La fonction inclusive lui permet vraiment d'être au-delà des conflits, des enjeux politiques et des différences ethniques, sociales, ce qui lui permet vraiment de jouer un rôle d'arbitre et d'arbitrage en cas de conflit ou de gestion sociétale au Maroc. Et l'autre est inclusif, c'est qu'à travers ce statut-là, le roi du Maroc essaye de préserver le champ religieux contre toutes les idéologies extrémistes ou radicales qui pourraient vraiment s'infiltrer dans la nation ou la société marocaine. Et la tradition politique de la bay'a, ce qu'on appelle le contrat d'allégeance, aussi je vois que c'est un élément très important dans la construction de la nation au Maroc parce que, à mon sens, c'est elle qui a permis vraiment d'accélérer l'instauration de la nation, c'est-à-dire ce passage en fait de la société à la nation au Maroc. Les connexions maintenant internationales et la délocalisation de l'islam local marocain à l'étranger. Faut qu'il s'arrête. Okay, donc, en fait, les connexions internationales et la délocalisation de l'islam local du Maroc à l'étranger, ça s'est fait à partir d'un certain nombre d'expériences que le Maroc a développées dans ses relations et sa coopération, d'abord dans la zone du monde arabe, avant vraiment d'aller vers l'Afrique subsaharienne. Il a développé une large coopération avec le front sunnite et conservateur, et aussi il a joué un rôle très important de leadership de la communauté des pays musulmans au sein de l'OCI, et aussi le rôle qu'il joue toujours au sein du comité d'Al-Quds, sans vraiment négliger aussi son rôle d'interlocuteur du premier plan dans le conflit palestinien. Et donc c'est vraiment ces actions-là qui lui ont donné une certaine crédibilité au niveau de la gestion ou de la participation à la gestion du champ religieux en Afrique subsaharienne.
il ne faut pas aussi négliger qu'une relecture de la politique islamique orientée vers l'extérieur a été imposée après les événements du 11 septembre, surtout avec une certaine déviance de la lecture politique de l'islam, avec les idéologies extrémistes qui ont été repérées sur la scène internationale. Et c'est pourquoi qu'après le 11 septembre, le Maroc a opté pour deux pistes. La première consiste à développer une diplomatie de tolérance religieuse afin de donner l'image d'un islam marocain tolérant et ouvert au dialogue avec les autres religions. Et c'est sur cette piste-là qu'il continue toujours à agir, avec, bien évidemment, dans un esprit de consensus avec les autres pays africains, afin de participer à l'encadrement de ce champ religieux sur la scène subsaharienne. La seconde piste consiste à participer activement à l'organisation de l'islam, que ce soit en Europe ou bien en Afrique, afin vraiment de défier ces idéologies extrémistes. Et aussi, on peut vraiment constater que le rôle du Maroc en Afrique a été, surtout dans le champ religieux, a été soulevé pas mal, a été remarqué pas mal d'officiels diplomatiques, des ministères et aussi des organismes en Afrique. Et là, lorsque j'étais en train de faire mes recherches, j'ai trouvé une déclaration du ministre malien des Affaires religieuses et du culte dernièrement, lorsqu'il a participé dans un colloque international sous la thématique diplomatie religieuse et défis de la sécurité et de la stabilité régionale. Il a vraiment mis en avant que la présence marocaine en Afrique ne relève pas d'une diplomatie politicienne, mais qu'il est le fruit d'une relation séculière. Là, on peut vraiment comprendre comme quoi ces relations séculières constituent ce qu'on appelle une zone de confiance qui pourrait aider à établir des relations économiques, politiques et diplomatiques par la suite. Donc, on peut dire que le modèle marocain en matière de gestion du fait religieux en Afrique est un gage de stabilité politique et religieuse, est une condition aussi sine qua non pour le développement économique dans la région subsaharienne. Maintenant, il y a aussi une dimension, un enjeu qui est très important, qui a participé aussi à la présence du Maroc, à l'encadrement de ce champ religieux, c'est ce qu'on appelle les confréries religieuses présentes en Afrique et qui sont parties vraiment du Maroc pour qu'ils puissent avoir leur terrain et leur place dans l'Afrique subsaharienne. Déjà sous le règne du roi Feu Hassan II, l'appartenance au rythme malikite et le caractère confrérique de l'islam marocain étaient utilisés comme un canal privilégié dans les relations diplomatiques entre le Maroc et les pays subsahariens ou les pays dans lesquels on trouve ou on partage en fait ce caractère confrérique sur leur territoire. Et aussi, il y a ce qu'on appelle cette institution d'Amir al-Mouminin, le commandeur des croyants, qui est toujours mis en avant, puisqu'il joue un rôle très important à ce niveau. Aujourd'hui, on peut dire que le Maroc, surtout dans ses relations avec des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou le Gabon, au niveau de leur discours politique et diplomatique, c'est plus en fait cette appellation d'amis fraternels qui revient le plus que amical. Et là, vraiment, cette appellation de fraternité dans les discours politiques et diplomatiques puise leur légitimité dans ces échanges séculaires et culturels avant même qu'ils soient juridiques ou politiques. Sans trop tarder, aussi, ça c'est très important de le mentionner, c'est que le Maroc, dans sa diplomatie religieuse et séculaire avec l'Afrique, met l'accent sur l'organisation d'un certain nombre d'événements afin de maintenir cet échange et échanger ses points de vue avec les frères africains dans les pays avec qui on partage les mêmes valeurs séculaires. Notamment, je cite à ce niveau, les journées culturelles islamiques Tidjane de Dakar, où les Marocains sont présents à travers des délégations du ministère des Affaires islamiques et aussi des conférences islamiques qui sont continuellement organisées sur le territoire marocain,
où ils sont notamment présents tous les experts, une grande majorité des experts et des savants de la religion musulmane, afin qu'ils partagent avec leurs homologues marocains autour de la question. Il y a les causeries hassaniennes qui ont été instaurées par Feu Hassan II, et dont plusieurs savants et experts sont appelés à intervenir afin de faire partager leur point de vue. Il y a aussi l'organisation des conférences internationales de la Tijaniya à Fès, où sont présents des milliers de chiites ou des savants des confréries qui sont présents en Afrique. Dernièrement, il y avait entre 1500 et 2000 chiites qui ont été présents lors de cette conférence internationale de Tijanite à Fès. Aussi, en accompagnant cette expansion des relations séculaires entre le Maroc et les pays africains, on voit qu'il y a aussi des agences de voyage qui essaient vraiment d'élaborer un certain nombre de programmes touristiques dans le sens d'encourager ou de maintenir ce tourisme aussi religieux, si vous voulez, qui renforce ces relations entre le Maroc et ses amis frères en Afrique. Je vais essayer de terminer sur la dimension. Il faut terminer. Il ne faut pas essayer, il faut terminer. Ok, je vais terminer sur ça. Il y a la Fondation des Oulémas africaines qui a une dimension très importante aussi, puisqu'il s'agit d'une institution qui est là d'abord pour lutter contre le djihadisme en fait, et sur l'idéologie extrémiste dans la région, puisqu'on sait qu'il faut vraiment intervenir à travers des méthodes institutionnelles afin d'encadrer ce champ religieux. Et aussi, c'est une diplomatie religieuse que le Maroc essaye c'est à travers en fait cette institution religieuse que le Maroc essaye d'être solidaire, de participer à la gestion de ce champ religieux en Afrique subsaharienne. Donc je vais m'arrêter là et s'il y a des questions, on pourrait échanger par la suite. Merci. Bonjour tout le monde. Avant de commencer, je tiens à exprimer mes remerciements aux autorités marocaines dans le cadre des coopérations dont il était question, de m'avoir donné l'opportunité de poursuivre mon cursus jusqu'à l'état actuel au Maroc. Mais pour commencer, je suis anglophone. Donc ici présent, je m'en vais vous faire la présentation en français, à vous d'apprécier le reste après. Et je tiens également à remercier l'université qui m'a bien donné l'occasion d'être là en ma qualité de doctorant et comme méthode d'intervention, au moins pour la première fois, dans un panel aussi spécialisé que celui-là. Avant de commencer mes propos préliminaires, je m'en vais dire quelque chose de précis. Je ne vais pas présenter le Maroc et l'Afrique anglophone au sens linguistique du terme. Je le choisis par pédagogie. C'est bon parce que la politique marocaine est panafricaniste. Et lorsqu'on parle panafricain, il n'y a pas de distinction entre l'Afrique anglophone ou l'Afrique francophone. Donc, par pédagogie, je m'en vais vous la présenter ainsi, mais ce n'est pas par conviction. Donc, je demande excuse à mes frères anglophones que je vais présenter les choses ainsi, mais ce n'est nullement pas par exclusion. Et ainsi, pour illustrer mes propos, je m'en vais vous épargner toute la théorie. OK? Elle a tout été dite. Je m'en vais simplement commencer par un passage d'orientation de politique étrangère qui dit tout et que nous allons commenter à travers la lecture que vous ferez après. Et ce passage je l'ai devant moi. Il dit ceci, le Maroc, c'est le discours, je l'ai extrait du discours de 2013. Il dit ceci, que je cite, « Renforcer les relations du royaume avec les pays frères et amis qu'il compte dans
les autres continents et espaces géographiques dans le cadre d'une politique volontariste de diversification, d'élargissement de la coopération internationale, dans le cadre d'une politique de bon voisinage, de partenariat, tant au niveau bilatéral, régional qu'international ou multilatéral, que j'ai paraphrasé par là. Et cela dit tout parce que ça cadre effectivement avec la thématique du jour. Pour parler de l'Afrique anglophone, rappelons en guise d'introduction que l'Afrique anglophone, contrairement à ce qui peut être pensé, entretient des relations depuis les indépendances avec le Maroc, depuis les années 60. Là, c'est clair, les archives du ministère sont claires là-dessus. Mais les relations intensifiées telles que nous la voyons au sens de la diplomatie économique qui a été évoquée, j'aimerais évoquer quelques points sur qu'est-ce que les deux parties peuvent tirer l'un de l'autre dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Et ce que j'ai fait, j'ai donné la problématique comme suit. Dans quelle mesure la relation entre le Maroc et l'Afrique anglophone peuvent-elles se traduire en un co-développement et un partenariat gagnant-gagnant? Et pour vous illustrer cela, il y a des données que je m'en vais vous citer, beaucoup plus en chiffres. Je m'en vais vous dire que l'Afrique anglophone représente 60% de l'Afrique subsaharienne en termes de PIB. En termes de population plutôt. Le PIB, c'est 68%. En PPA, pour ceux qui cherchent à déterminer le pouvoir d'achat, puisqu'il s'agit de marché, le PPA moyen est de 6 216 $, ce qui est largement le double de la moyenne africaine. Et pour ce qui est des différents blocs sous-régionaux, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, l'Afrique de l'Ouest, c'est 81% du PIB. Elle est anglophone. L'Afrique de l'Est, c'est 95% du PIB. Et l'Afrique australe, c'est pratiquement 78% en excluant les autres parties. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est juste les pays anglophones dans le cadre de leur représentation régionale. Donc, lorsqu'on prend dans l'ensemble 60% de la population africaine, je veux dire subsaharienne, ce n'est pas un rien. Et sur les 1500 et quelques accords signés, j'ai prêté une attention particulière aux derniers accords qui ont été signés, les 113. Et sur ces 113, notons que la plupart, soit 91, ont été signés avec les pays anglophones. Et par rapport aux différents changements qu'il y a eu dans le cadre des échanges du Maroc, quoique de façon globale, reste moindre pour le moment, mais qui est en train de s'intensifier et avec des changements qui se font constater à vue d'œil, l'Afrique anglophone a commencé à prendre une place importante. Et dans l'ensemble, curieusement, l'Afrique de l'Est est devenue le deuxième partenaire régional du Maroc sur le plan des échanges. Et, comment dirais-je, sur le plan continental, les deux partenaires, je veux dire clients du Maroc, bien sûr avec lesquels il y a un déficit, c'est l'Afrique anglophone, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Même si, de façon globale, le Maroc est excédentaire dans ses échanges avec l'Afrique de manière globale. Et pour dire cela, j'ai donné ces éléments chiffrés pour vous dire que le potentiel, dans le cadre d'une triangulation d'abord africaine, est un potentiel énorme. Et le potentiel financier de l'Afrique anglophone est un moteur qui pourrait insuffler la dynamique de financement des grands projets en Afrique, parce que même si on l'entend dans souvent les discours que l'Afrique a besoin de financement, l'Afrique a besoin de financement, mais les instruments internes de mobilisation de financement existent à l'intérieur de l'Afrique. Dans beaucoup de cas, ils sont oisifs, mais ils sont en train d'être actifs. Et c'est beaucoup plus activé dans les pays, en Afrique anglophone. Sur les 16 grandes places boursières africaines, 12 sont
anglophone, et maintenant Casablanca qui prend le relais dans le cadre d'une ambition très grandiose, dans le cadre d'une triangulation entre l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest avec la BRVM, en train d'insuffler une capitalisation à hauteur de 1000 milliards, ce qui va contrebalancer l'équilibre entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone, avec le Maroc comme champion. Donc ensemble, ce que j'aimerais passer comme message, c'est que l'Afrique anglophone ou francophone, ensemble, peut faire le bien-être de l'Afrique et même être une dynamique intéressante dans le cadre de l'intégration africaine, insufflée déjà par la doctrine de Casablanca, qui, pour comprendre la politique marocaine, faut-il se référer surtout à cela, qui est Africa Must Unite. Ça, c'est la doctrine de Casablanca. Et quoique les sémantiques aient changé sur la dénomination, on est passé de l'unité vers l'Union africaine, la finalité reste l'unité. Donc, l'unité africaine ne peut se faire en excluant l'Afrique de ses potentialités au nom de l'exclusivisme linguistique. Donc, ici, j'en profite pour dire que, comme le disait le ministre marocain des Finances, il dit que l'intention marocaine, pour le paraphraser, n'est pas seulement mercantiliste. Il est vrai que sur les 31 places, ou bien les 31 pays investis par les investissements marocains, la nouveauté et la dimension stratégique est surtout en Afrique anglophone. Même en termes d'IDE, c'est vrai que le cumulé est beaucoup plus en Afrique francophone, mais maintenant l'Afrique anglophone a commencé à prendre une place vraiment importante avec les investissements en Éthiopie et surtout stratégiquement pour des raisons qui sont tout à fait objectives, parce que tout Africain aujourd'hui conviendrait avec moi que l'agriculture est une priorité. Alors comment nourrir l'Afrique? Il faut donner les moyens. Et pour les spécialistes de la finance qui sont là, ils vous diront que l'agriculture est le secteur le plus intensif en capital et le plus intensif en emploi. Donc c'est lui qui facilite l'agriculture en Afrique, facilite le développement socio-économique de l'Afrique, et c'est le Maroc qui est en train de le faire avec l'OCP. Je vous remercie. Excellent. Merci. Avant de passer à la session de débat et de questions, j'invite notre dernier intervenant, M. Younes Zemmouri, pour parler des relations Maroc-Afrique, forces, faiblesses, opportunités et difficultés. M. Younes Zemmouri est directeur responsable du bureau de représentation d'une banque marocaine qui s'appelle la Banque Populaire à Montréal. Merci. Il n'y a pas de problème, ma voix elle porte assez fort. C'est bon, c'est déjà fait. Merci beaucoup. Excellences, mesdames, messieurs, chers participants et assistances, je me présente, Younes Zemmouri, je suis le directeur responsable du bureau de représentation de la Banque Centrale Populaire au Canada. Tout d'abord, je tiens à remercier le Centre culturel marocain et son directeur, M. Jafar Dbar, pour cette invitation à cette conférence de très haut niveau. Ainsi, j'ai l'honneur et l'immense privilège de conclure brièvement et modestement cette première séance qui a vu la participation d'imminents intervenants, que je remercie chaleureusement. Ceci à travers l'exposition des forces, faiblesses de la relation Maroc-Afrique, ainsi que les opportunités et les difficultés qui peuvent en découler. Avec un petit zoom particulier toutefois sur l'aspect financier, de par ma position bien sûr en tant que représentant d'une institution bancaire et marocaine. Alors, plusieurs éléments conjoncturels ont conféré au continent africain une attractivité nouvelle en matière économique et ont révélé une sous-exploitation des relations économiques maroco-africaines. La crise financière de 2008 a révélé une faiblesse et une insuffisance des marchés stratégiques traditionnels, notamment le marché européen. Sur le plan national, 4 domaines ont été directement impactés.
les échanges commerciaux, l'activité touristique, les transferts des MRE et les flux des capitaux. À cela sont venues s'ajouter les conséquences des bouleversements de 2011 des pays arabes. La recherche de nouveaux marchés moins touchés par la crise et l'inflation est alors devenue une nécessité pour le Maroc. C'est ainsi que le Royaume a fait de l'Afrique son terrain de développement économique et le centre de sa politique étrangère. Comme cela d'ailleurs a été évoqué lors des précédentes interventions aujourd'hui, la politique étrangère du Maroc à travers la diplomatie de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a été une force et un vecteur de développement essentiel. De par l'instauration d'un cadre et d'un dispositif institutionnel chargé de la promotion économique du Maroc en Afrique, avec la signature de multiples accords avec les pays africains et à son point d'orgue, la réintégration du Maroc à l'Union africaine courant cette année. Aussi, afin d'élargir et d'approfondir les relations avec l'Afrique, le Maroc dispose de nombreux atouts qu'il doit capitaliser. On peut citer notamment, comme on a vu effectivement aujourd'hui aussi, la situation géographique, à la fois comme pays méditerranéen, atlantique et africain, très proche de l'Europe et à mi-parcours entre l'Amérique et l'Asie, lui confère une position de carrefour et de jonction. Son identité africaine et son appartenance à l'hémisphère sud le prédispose naturellement à jouer un rôle dans la coopération sud-sud, et particulièrement dans la coopération intra-africaine. Notre culture est profondément enracinée en Afrique, professeur Loukili, comme cela a été évoqué par vous, et comme cela a été cité dans un fameux discours de feu Sa Majesté Hassan II. Le caractère relativement diversifié de l'économie marocaine et l'importance de l'expertise de nos opérateurs acquise dans de nombreux domaines socio-économiques tels que le BTP, l'immobilier, les télécommunications et l'industrie minière, pour ne citer que cela. Et enfin, bien sûr, la solidité du système financier et l'existence de grands groupes privés et publics spécialisés dans les domaines de la banque traditionnelle, mais aussi de l'assurance et la microfinance. En effet, les banques marocaines deviennent de plus en plus actives sur ce grand marché des services en Afrique. Les grands groupes marocains ont développé leur présence en Afrique subsaharienne en y déployant des stratégies de croissance dont la plupart des investissements revêtent la forme de prise de participation et de la création de filiales. Dans ce cadre-là, et à titre d'exemple, le groupe Banque Populaire en 2012 a pris le contrôle du réseau Banque Atlantique, implanté actuellement dans 8 pays d'Afrique de l'Ouest pour devenir le 3e plus grand groupe bancaire de la zone, Union économique et monétaire Ouest-Afrique, en termes de part de marché. Et avec la vision et l'objectif de construire le premier groupe bancaire panafricain solidaire et ancré localement, qui a pour mission de développer le continent par l'inclusion financière. Si l'Afrique aujourd'hui est perçue comme étant la nouvelle frontière de développement, c'est que son potentiel de croissance est considérable et regorge de formidables opportunités potentielles, telles qu'une population estimée à plus d'1 milliard, jeune et en voie d'urbanisation, une classe moyenne en émergence, des richesses, bien que cela ait été évoqué, naturelles, agricoles et minières abondantes et variées, ce qui lui confère un atout certain dans un monde caractérisé par la raréfaction des ressources naturelles et la lutte pour l'approvisionnement, mais aussi des besoins individuels collectifs qui ne sont que faiblement couverts. L'Afrique, dans sa majorité, est au premier stade de son développement. Ces potentiels, s'ils sont bien exploités, sont susceptibles de permettre au Maroc, dans le cadre de ses relations, de promouvoir notamment la diversification et la sécurité de ses approvisionnements énergétiques, la diversification de ses marchés extérieurs exportation, et l'instauration d'un marché de libre-échange des capitaux, mais aussi humains, à travers le transfert des compétences et du savoir-faire de nos opérateurs, avec l'internationalisation des groupes marocains, dont l'expertise tend de plus en plus à se développer dans plusieurs secteurs, comme j'ai évoqué, tels que la banque, l'assurance, les télécoms, le transport aérien et plus récemment les nouvelles technologies d'information. Et enfin, améliorer l'attractivité du territoire national marocain et accroître son influence au niveau international. Tous ces éléments seraient bien beaux s'ils existaient sans les difficultés qui les accompagnent, bien sûr, et certaines entraves dans le cadre de cette relation Maroc-Afrique. En effet, on peut citer les contraintes financières suscitées par ces opérations commerciales ambitionnées par le Royaume, qui ne bénéficient pas d'une rente pétrolière ou d'un excédent commercial sur le plan mondial. Dans ces conditions, le financement de devises ne peut se faire que sur la base des réserves accumulées par les groupes investisseurs et sur leur capacité d'endettement sur le marché international. À titre d'exemple, le groupe Banque Populaire a réussi à obtenir une ligne de prêt de 50 millions de dollars en 2014
consentie par la Société financière internationale, qui est une filiale de la Banque mondiale, et ce, destinée à appuyer les opérations de commerce international des clients filiales africaines du groupe Banque Populaire. On peut aussi compter sur l'adaptation et le changement progressif du système de change marocain afin d'accompagner ce développement. La faiblesse des infrastructures et la logistique du transport routier, maritime et aérien peut aussi constituer une entrave considérable pour le développement des échanges intra-africains. On peut noter à ce sujet l'expansion formidable et continue de notre opérateur national, la Royal Air Maroc, et son ambition de devenir l'un des leaders africains en la matière. On peut aussi évoquer le niveau de la compétitivité de l'économie marocaine, bien que l'offre relativement diversifiée par rapport à la majorité des pays africains demeure encore limitée par rapport à des concurrents étrangers en Afrique. En effet, la concurrence internationale reste l'un des facteurs clés et des difficultés que peut rencontrer le Maroc dans sa relation avec l'Afrique, qui est devenue un enjeu stratégique mondial. D'autres facteurs tels que l'instabilité politique et institutionnelle de certains pays africains et le caractère flou du cadre juridique des affaires qui peut en découler peut fortement ralentir et engendrer un surcoût pour les relations économiques et financières. D'où le besoin de gagner la confiance des investisseurs en se rattachant à l'image de marque, l'histoire et la compétence des opérateurs marocains, précurseurs déjà implantés dans une majorité des pays de l'Afrique subsaharienne, par exemple, tels que les groupes bancaires marocains. En se penchant sur la relation Maroc-Afrique, on constate que le Maroc dispose des atouts nécessaires pour la reconquête de notre terre ancestrale, où chaque faiblesse peut devenir à la fois une opportunité. Mesdames, Messieurs, avant de conclure cette première séance, je souhaite attirer votre attention sur l'ambition du groupe auquel j'appartiens, à savoir le groupe Banque Populaire. Dans sa vision stratégique nommée Élan 2020, consacre une importante partie sur le développement de ses activités et ses économies de ces différents pays d'implantation en Afrique subsaharienne, à travers la signature de diverses conventions sociales, d'appui au développement de l'enseignement et l'appui aux femmes africaines comme exemple, mais aussi l'engagement du groupe Banque Populaire à développer ses activités permettant une inclusion financière telle que la microfinance et les assurances, entre autres, avec le savoir-faire de ses filiales. Sur cela, je conclus cette séance et vous remercie énormément de votre attention. Merci. Merci. Oui. Merci. Voilà, c'était la méthode SWOT, c'est bien ça. Merci beaucoup. Je remercie les orateurs qui se sont présentés tour à tour dans le respect du temps pour avoir, comme disait Montesquieu, l'essentiel, ce n'est pas de faire lire, mais de faire réfléchir. C'est plutôt provoquer le débat. Et évidemment, un colloque décliné en séance ne saurait atteindre ses résultats sans l'intervention de l'audience. C'est la raison pour laquelle on voudrait consacrer une vingtaine de minutes pour recueillir mes impressions, réactions, commentaires, suggestions avant de clôturer cette première partie de cette riche journée dédiée à l'Afrique et notamment à la coopération triangulaire. Juste une petite précision. Le roi Mohamed VI, lors du 28e sommet, la clôture du 28e sommet de l'Union africaine, avait dit ceci. Entre 1956 et 1999, il y a eu à peu près 500 accords qui ont été conclus avec l'Afrique subsaharienne. Je précise, l'Afrique subsaharienne, le Maroc étant africain, bien entendu. Et Sa Majesté a dit qu'entre 2000 et entre 2017 janvier, il y a eu pas moins de 1000 accords, à peu près. À peu près. Nous sommes déjà en octobre, non, en novembre. Il y a eu d'autres accords qui se sont ajoutés. Cela est très important. En tant qu'universitaire, généralement, on travaille sur un peu le concept de diplomatie conventionnelle et normative. Je voulais aussi souligner ce concept clé qui s'appelle la transformation structurelle, qui est déjà mis en avant par la feuille de route, l'agenda 2063. Pourquoi 2063? Parce qu'il a été adopté à l'occasion du jubilé de l'Union africaine, l'OUA, l'Union africaine, en 2013, et qui a été validé par les instances compétentes de l'Union africaine en 2015, et qui constitue un roadmap, une sorte de feuille de route très ambitieuse déclinée, je pense, en 8 axes majeurs, comprenant la solidarité, etc. Je voulais aussi, parce que Soirée avait évoqué la question de l'agriculture, les 3 A,
adaptation de l'agriculture africaine. Le Maroc voudrait développer la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne, notamment en ciblant dans un premier temps 25 pays, dans le cadre d'une approche qui met en action aussi des opérateurs comme l'OCP. C'est très important parce que la question des fertilisants et donc les engrais, l'OCP c'est l'Office chérifien des phosphates. L'appétit vient en mangeant. Alors, oui, voilà, je ne sais pas comment on va faire. Est-ce qu'on tient une première liste ou directement? Alice. Allez, c'est bon. Comme ça, on va... Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je félicite et je remercie d'abord le Centre culturel marocain. Il nous a habitués à des événements enrichissants et stimulants intellectuellement. Je remercie les intervenants. Pardon ? Ok. Je remercie aussi les intervenants qui ont apporté une profondeur d'analyse et ils ont bien établi le lien entre le Canada d'une part et l'Afrique d'autre part. Je ne dis pas l'Afrique-Maroc, parce que le Maroc est africain, et je dirais plutôt le leadership africain à travers le Maroc, avec le Canada. C'est comme ça que je verrai, moi, l'articulation. Ce n'est pas Maroc, Canada, Afrique, mais c'est Canada, leadership africain, et un leadership qui est mérité, qui est reconnu par le président Alpha Condé, qui a dit que, justement, Sa Majesté assumerait le leadership africain en matière de migration, qui est l'un des axes principaux, justement, de l'avenir du continent. Les autres axes, comme le représentant de la Banque populaire l'a bien signalé, c'est la compétitivité. Et c'est un point extrêmement important parce que nous avons des défis. Sa Majesté Mohamed VI a dit que justement l'Afrique n'est plus colonisée. Eh bien, on est encore en train d'essayer de sortir de ce goulot d'étranglement, de cette gestion intérieure des affaires africaines par les Africains en coopération avec ceux qui veulent coopérer avec nous, comme le Canada, qui est justement un pays qui n'a pas d'historique colonial lourd à trimballer derrière. Et je voudrais féliciter en particulier M. Mohamed Traoré, qui a donné la dimension anglophone aussi à la coopération, justement, ou à l'intégration africaine. Je dois dire que j'avais beaucoup de problèmes avec les Libériens quand j'étais dans ma carrière avec les Nations Unies et avec les Maliens. Parce que le Mali se prétendait l'empire de l'Afrique de l'Ouest et il nous a colonisés à travers les Almoravides, Tombouctou et les Almoravides, et ils ont aussi, ce sont eux les pères de l'empire gambien. Or, les Gambiens ont refusé, les collègues, nous avions la table africaine aux Nations Unies, l'arbre africain, parce qu'on déjeunait sous un arbre en groupe, et d'ailleurs les collègues occidentaux se méfiaient de nous, de cette table africaine, parce qu'ils croyaient qu'on était en train de comploter, alors qu'on était en train d'essayer seulement de nous libérer de l'hégémonie malienne. On rigolait, hein, c'est mon frère malien, ne prenait pas ça. Parce que le Malien disait que les Gambiens, c'est nos enfants, ils sont partis à l'Occident, ils ont trouvé de belles femmes et ils sont restés sur les côtes atlantiques, ils ne sont jamais revenus. Chose que le Gambien n'a jamais acceptée, parce que pour lui, l'origine de l'Empire, c'est la Gambie, et le reste, le Mali... Est-ce qu'on peut passer à la question, s'il vous plaît? C'est nos enfants. Est-ce qu'on peut passer à la question, si vous avez une question? La question, justement, c'était le début. C'est d'abord, j'aurais préféré que l'intitulé soit le leadership africain et le Canada. Et je crois qu'il faut, pour centrer un petit peu, est-ce que la compétitivité
la migration et le troisième volet qui va me venir dans un instant. Non, c'est le spirituel dont a parlé M. Mouattadid, parce que nous avons un rôle, qu'on le veuille ou pas, de essayer justement de faire le lien entre le spirituel et la migration et l'intégration au niveau continental. Je vous remercie. Merci. Oui. Bonjour tout le monde. Merci d'abord à Dan Maghreb de nous avoir permis... Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je le ferai. Merci. Je commencerai par remercier Dan Maghreb d'abord de m'avoir invité. Ensuite, je me présente. Mon nom, c'est Ibrahim Sbali. Je suis doctorant en administration de l'éducation, président de l'association Forum Sud des compétences canado-marocaines. J'aimerais en fait attirer... D'abord, j'aimerais remercier les panélistes pour les interventions que vous nous avez livrées, qui sont d'une importance évidemment indiscutable. J'aimerais tout simplement attirer l'attention, votre attention, c'est une question adressée à tout le monde d'ailleurs, sur un petit grand paradoxe que je vois dans, disons, la politique africaine du Maroc, tout en évidemment tout en mettant en avant disons, le fondement de cette politique qui n'est pas mercantile, tel qu'a été dit d'ailleurs par le roi lui-même dans un de ses discours, et que l'un des intervenants l'a souligné tantôt en disant que les aspects en fait de cette politique n'est pas dans le fond mercantile. Paradoxalement, ce qu'on voit, ce qui est mis en avant, ce sont les aspects mercantiles. Tous les partenariats qui ont été mis de l'avant depuis le lancement de la politique ont un aspect mercantile. C'est l'économie, c'est le commerce, etc. Or, il y a un point essentiel dans tout changement, parce que finalement, disons, la prétention de toute politique, qu'elle soit celle du Maroc ou de toute l'Afrique, elle est orientée vers le changement. On veut qu'il y ait un changement. On l'a exprimé de différentes façons ce matin, en disant que l'Afrique doit se prendre en main, et oui, l'Afrique doit se prendre en main, et doit opérer les changements qui s'imposent. Or, il y a un vecteur essentiel dans tout changement, c'est le facteur humain. Et ce vecteur, pour qu'il y ait changement, ça commence d'abord par l'éducation. Paradoxalement, je ne vois pas, dans tout ce qu'on a dit ce matin, des choses reliées à l'éducation. Je vous cite une citation qui, disons, fait résonance partout dans le monde, y compris au Canada. On l'a souvent répété dans le cadre des cours que nous donnons aujourd'hui aux étudiants dans nos facultés de l'éducation. La citation de feu Nelson Mandela: il y a une arme puissante grâce à laquelle on pourrait changer le monde, et cette arme, c'est l'éducation. Merci. Merci. Merci, monsieur le modérateur. Mon nom est Saramadi Touré, ambassadeur de la République de Guinée. Et je voudrais emboîter le pas de mes prédécesseurs pour vraiment féliciter les panélistes de la qualité des interventions. Et avant de faire une suggestion, je veux me permettre de faire un petit commentaire. Les relations entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne, souvent dans notre littérature politique et même littéraire, on parle de cela à partir des années d'indépendance de l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire 1960. Mais ces relations, je pense, sont beaucoup plus avant cela. Le docteur vient de parler de l'Empire du Mali. L'Empire du Mali, c'est la République du Mali actuelle qui porte le nom de ce vieil empire. C'est un empire qui a vécu entre le 9e et le 13e siècle surtout. Mais la capitale de l'empire se trouve en Guinée, Niani, se trouve sur la Guinée actuelle. C'était un très vaste empire qui partait du sud du Sahara pratiquement jusqu'à l'océan Atlantique. Et cet empire, justement, la cour royale
en 1235, en fait à son apogée en 1235, cet empire a connu vraiment une croissance vraiment formidable sous Soundiata Keïta. Oui. Mais avant Soundiata, le père de Soundiata, oui, la cour royale du père de Soundiata a été décrite pour la première fois. Le premier manuscrit fait sur la cour royale de Soundiata est d'un Marocain, Ibn Battuta. Ce manuscrit, je crois, je parle sous le contrôle de monsieur l'ambassadeur du Mali, je crois que ce manuscrit se trouve à la bibliothèque de Tombouctou et peut-être dans certaines bibliothèques européennes. Ça, c'est des choses, il faut parler. Quelqu'un a parlé tout à l'heure des échanges, la route de, je ne sais pas moi, de la soie et d'autres. Mais il y avait la route de la cola aussi. Si l'Afrique subsaharienne allait chercher le sel dans le désert, oui, mais l'Afrique du Nord venait chercher la cola aussi chez nous. Il y avait des échanges très florissants. Ça, c'est soit dit en passant. La deuxième, la suggestion que je voulais faire, mon frère, monsieur le directeur de cabinet du ministère de l'intégration africaine de Côte d'Ivoire, a dit tout à l'heure qu'après avoir signé beaucoup de contrats, faire signer beaucoup de contrats, au cours de ces visites, le roi Mohamed VI du Maroc a proposé, je crois que les deux pays ont initié, oui, une espèce de commission de suivi, oui, de la mise en œuvre de ces accords. Tout à fait, oui, ça, c'est une très belle initiative. Tout à fait. Cette réflexion, c'est sur les relations entre le Maroc et l'Afrique. Monsieur le modérateur vient de dire tout à l'heure que le roi a dit qu'on a signé plus de 500 accords d'accord. Après, il a parlé de 2000, etc. Ces accords, il ne suffit pas de les signer, mais il s'agit surtout de les mettre en œuvre. Et une commission de ce genre, je crois que le Maroc doit prendre l'initiative de généraliser ces commissions pour que ces accords aillent jusqu'au bout. C'est ça qui contribue à l'efficacité, justement, des relations économiques, commerciales et tout ce que vous voulez entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne. Je vous remercie. Merci. Bien. Bien, je me représente. Je suis Diamoutene Alassane Zié, directeur de cabinet du ministère ivoirien en charge de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Alors, j'ai écouté les panélistes. Je voudrais certainement apporter des contributions. Parce que si nous sommes là ce matin, c'est pour nourrir les échanges et regarder comment est-ce que la coopération tripartite, le Grand Canada, le Grand Maroc et la Grande Afrique peuvent prospérer et sur des axes précis. Alors, je voudrais certainement porter à l'attention de l'auditoire que le Maroc, qui aujourd'hui fait son entrée au sein de la CEDEAO, la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, je voudrais dire que le champ des opportunités s'élargit. Puisque quand j'ai regardé mes fiches, la CEDEAO aujourd'hui a ce que nous appelons le programme communautaire de développement. C'est un programme communautaire qui comprend 240 projets évalués à près de 28 milliards de dollars. Alors, 240 projets évalués à 28 milliards de dollars pour lesquels il n'y a qu'une mobilisation de 7 milliards de dollars. Donc il y a un gap d'une vingtaine de milliards de dollars pour lesquels je pense que cette coopération tripartite peut avoir une opportunité d'investissement. Et ce PCD, c'est généralement les infrastructures. Parce qu'en général, les pays ont des infrastructures internes, mais ces programmes sont destinés à des infrastructures intercommunautaires, ce que les pays ne peuvent pas faire seuls en matière de routes, en matière de connexion en termes d'électricité, etc. Donc c'est une interpellation à l'endroit de nos amis canadiens et une interpellation aussi par rapport à nos amis marocains qui entrent aujourd'hui dans la CEDEAO pour dire qu'il y a une bonne opportunité en matière économique et en matière de développement des infrastructures. Donc au-delà donc, des accords bilatéraux entre le Maroc et les États, il va falloir certainement que les universitaires ou nos économistes poussent les réflexions
vers comment est-ce que les opportunités peuvent s'élargir dans le cadre communautaire. Et ça, c'est très important. J'ai évoqué pour la CEDEAO, je vais évoquer pour l'Union monétaire ouest-africaine qui regroupe 8 pays. Là, c'est un programme économique régional de près de 102 projets de 12 milliards de dollars. Et ça veut dire que là aussi, il y a des opportunités en chemin de fer, en infrastructure routière et en infrastructure de connexion. À côté de cela, dès l'instant où ces infrastructures en général on évolue vers les partenariats publics-privés, je sais que la Banque africaine de développement, la BAD, qui finance les programmes au niveau de l'Afrique, a une grande ambition, là je rejoins mon ami Soiré, de nourrir l'Afrique. Quand vous regardez aujourd'hui les ambitions du nouveau président de la BAD, la Banque africaine de développement, il y a un grand volet sur le secteur de la sécurité alimentaire et il y a un autre volet sur le secteur de l'électricité. Puisque quand vous regardez l'Afrique, sur les 1 milliard d'habitants, il y a 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc ça veut dire qu'il y a environ que 20% de la population qui a accès à l'électricité. Donc ça veut dire que là aussi, dans le cadre continental, dès l'instant où le Maroc vient de reprendre sa place au sein de l'Union africaine, à mon avis, c'est des opportunités qu'il faut regarder dans le cadre de coopération aujourd'hui. Et aussi, comme nous avons la technicité et beaucoup de know-how au niveau de nos amis canadiens avec qui peuvent apporter beaucoup, je pense que je me devais quand même d'évoquer ces opportunités d'investissement qui existent et pour lesquelles des accords tripartites avec une vision plus large dans le cadre de nos communautés et nos organisations africaines peuvent s'élargir. C'est une contribution que je voulais apporter. Maintenant, j'ai aussi des préoccupations parce que en matière économique, les 15 pays de la CEDEAO plus la Mauritanie, c'est-à-dire 16 pays, sont en train de s'engager dans ce que nous appelons les accords de partenariat économique régionaux. Parce que c'est des cadres d'échange avec l'Europe où, en matière douanière, il y a des préférences qui sont faites. Donc le Maroc aujourd'hui, qui rejoint l'espace communautaire, la CEDEAO, il va falloir certainement que nos économistes et nos universitaires commencent à réfléchir quelle est l'implication de l'entrée du Maroc dans la CEDEAO en relation avec les accords de partenariat économique qu'on appelle en abrégé APE et en anglais EPA. Et ça, c'est très important. Au plan juridique, au plan économique, au plan des accords, il faut pousser la réflexion vers ces éléments. Maintenant, dans le cadre de la CEDEAO, stricto sensu, les 15 pays de la CEDEAO sont en train d'évoluer vers une union douanière à travers un tarif douanier commun, le TEC, en 5 bandes. Là aussi, il y a une implication juridique de l'entrée du Maroc au niveau de la CEDEAO que les universitaires doivent commencer à anticiper, et les économistes, pour regarder comment est-ce que l'entrée du Maroc au sein de l'espace communautaire CEDEAO, comment est-ce que l'évolution du tarif extérieur commun sera prise en charge, puisque ça entraîne des obligations et toute la politique économique de la CEDEAO est basée un peu sur le tarif extérieur commun, qui fait qu'il y a une union douanière aujourd'hui entre les 15 États. Si le Maroc y entre, ça veut dire que ce sera les 15 États plus le Maroc. Ça veut dire que l'espace douanier ouest-africain va s'étendre jusqu'au Maroc. C'est une implication des traités. Et ça aussi, il faut regarder. Et c'est une implication aussi qui a ses effets entre les échanges commerciaux avec le reste du monde et dans le Canada. Donc, c'est des choses qu'il faut que nous prospections ensemble. Voilà un peu les préoccupations que j'ai en dehors des opportunités que j'ai évoquées. Merci. Merci. On a du temps pour 2 questions. La dame et le monsieur. Bonjour, ça va pas être une question, ça va peut-être une petite intervention, vous me le permettez.
Si c'est pas long, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Akima Khalif, je suis consultante en immigration Canada, Québec et Canada. Je suis très contente d'entendre ce que j'ai entendu. Surtout, je suis marocaine et ça m'honore d'être marocaine aujourd'hui. J'ai aimé beaucoup ce que Dr Lokili a dit, surtout les citations. Je vais commencer aussi par un proverbe de François d'Assise qui dit « Commence parce que tu veux commencer. Et tu fais ce que tu peux faire et après tu vas trouver que tu as réalisé l'impossible. » C'est ce que fait le partenariat entre Maroc, Canada et l'Afrique. Ils ont commencé parce qu'ils veulent commencer. Ils ont fait ce qu'ils peuvent faire et maintenant ils réalisent l'impossible. Moi, là, mon intervention, ça va être surtout pour le Québec et le Canada, pour le pays qui nous a accueillis et le pays sur lequel on vit dans lequel on vit pour l'instant. Comme je vous ai dit, je suis immigrante, consultante en immigration. Je ne vais pas parler pour... Je ne veux pas vous... Oui. Est-ce qu'il y a un commentaire qui est lié au panel? Oui, c'est un commentaire concernant le Québec. Je voulais rien que dire que le Québec ou le Canada, s'il ne participe pas parce qu'il est loin avec le Maroc et l'Afrique dans le développement vraiment sur le terrain, le Québec, rien que par la politique d'immigration, il participe énormément. Il y a pas mal de catégories d'immigration avec lesquelles le Québec il participe, rien que par les étudiants. Il participe. Je suis vraiment désolée, je dois vous arrêter parce que ça doit être lié à la discussion qu'on a eue avec le panel. Il y a d'autres intervenants. Ok, d'accord, merci beaucoup. Merci. Merci. On a une deuxième question et on va clore avec l'intervention de monsieur l'ambassadeur du Mali. Okay. Est-ce que vous m'entendez? Okay. Oui, je suis là. Mohamed Ijri, professeur à l'Université de Montréal, au département de sciences biologiques. Alors, je suis très ravi d'entendre que vous avez parlé un peu de l'agriculture, des fertilisants. Les fertilisants, c'est un domaine que je connais très bien et j'y travaille depuis 20 ans. Alors, ce n'est pas ma question. Donc, ma question concerne donc, le panel et aussi à l'audience. Est-ce que la diaspora africaine peut aider au développement de l'Afrique? Qui veut répondre? Merci. Je suis Mahamadou Diarra, ambassadeur du Mali au Canada. Je ne prends pas la parole pour parler de l'Empire du Mali, même si l'Empire du Mali a été précédé par deux autres empires, celui du Ghana et naturellement celui du Ouagadougou. Et la capitale de l'Empire du Ouagadougou était plus proche du Maroc parce que c'était tout près de Néma. Tout à fait. Oui. Mais je prends la parole d'abord pour vous remercier tous. Les présentations ont toutes été intéressantes et chacun a abordé un aspect de la question de façon particulière. Je remercie également les intervenants qui m'ont précédé, notamment monsieur le représentant de la Côte d'Ivoire et mon collègue de l'ambassade de la Guinée. Je vais intervenir juste sur l'environnement. L'initiative du roi du Maroc est une initiative extrêmement importante et qui vient à son heure. À l'heure où l'Afrique a décidé de se mettre debout et d'avancer. Martin Luther King, je crois que c'est lui qui disait « Quand on ne peut pas courir, on marche. Quand on ne peut pas marcher, on rampe. Mais il faut avancer. » Nous devons avancer et le temps est venu pour nous d'avancer. Et cette assemblée-là nous appelle justement à avancer, mais comment avancer? À partir d'une initiative féconde du Maroc. Alors, je me pose un certain nombre de questions, mais que je remets ici en termes de réflexion. Ces initiatives doivent se déployer dans un environnement politique, social, économique, etc. Alors, la question de l'unité africaine est une question qui revient tout de suite, puisque c'est le cadre de mise en mouvement de cette initiative. À mon avis,
les approches que nous avons, approches de regroupements régionaux, approches OUA, sont certes des approches en direction de l'unité africaine, mais des approches bien timides qu'il nous faut dépasser. Comment les dépasser? Souvenez-vous, le bloc de Casablanca contre le bloc de Monrovia. Oui. S'agit-il de répéter cela? Non, que non. Alors, il y a des éléments de solution à trouver pour que nous puissions créer le cadre idoine pour la mise en œuvre de ce genre d'initiative domestique au continent africain et à partir de laquelle l'Afrique détermine elle-même ses priorités de développement. À cela s'ajoute un point qui a été abordé par le représentant de la Côte d'Ivoire, c'est toute la dynamique qui devrait structurer les convergences que nous devons faire entre différentes initiatives, mais aussi entre les initiatives et des cadres déjà existants. Il a parlé de la CEDEAO, il a parlé de l'UMOA. Il y a des convergences à bâtir entre cette initiative et ces différents cadres-là. J'évoque le point pour dire qu'en plus du besoin de bâtir ces initiatives, il faudrait que ce soit des convergences entre nous-mêmes et par nous-mêmes, plutôt que des convergences inspirées de l'extérieur sur la base de visions extérieures. Il serait important que nous domestiquions autant que l'initiative les éléments de convergence qui peuvent permettre et favoriser à chaque État d'y participer pleinement. État en tant qu'État, mais aussi nos pays en tant que société civile, en tant que secteur privé. Troisième point, ça me semble, et quelqu'un l'a abordé, la question des ressources humaines. Pour mettre tout cela en œuvre et pour l'aider à grandir, à se développer, on a besoin d'un bassin de ressources humaines compétentes, qualifiées en nombre et en quantité. Le Canada y travaille, plus ou moins, avec l'Afrique. Le Maroc y travaille également. Je remercie le Maroc pour les bourses qui sont données à plusieurs étudiants maliens depuis longtemps. Je n'en parle pas de façon particulière, mais c'est connu. Alors, cette initiative-là, comment elle pourrait accompagner le développement des ressources humaines? Et à ce niveau, je pense que le pont avec le partenaire canadien est un pont extrêmement important. Alors, ça m'amène à parler de certains secteurs dans lesquels cette initiative devait grandement s'inscrire pour nous permettre de rattraper en tant que continent notre retard. C'est toute la question de l'économie numérique. Oui, la triangulation Canada, Maroc, Afrique, quelqu'un a dit, le binôme Afrique-Canada, mais sous leadership marocain, est une voie à prospecter sur un certain nombre de secteurs dans lesquels le Maroc pourrait avoir une valeur ajoutée. Et là aussi, je pense qu'à ce niveau, il faut travailler à faire en sorte que le partenaire canadien comprenne l'importance et l'intérêt qu'il a à bâtir des relations, au-delà de l'aide publique au développement, des relations économiques, des relations commerciales avec le continent africain, ce qui n'est pas le cas. Il nous appartient, nous autres Africains, d'y travailler. Je pense qu'au niveau du groupe africain, nous avons commencé à le faire avec le président de la Chambre des communes, le Canada également, pour rayonner comme il entend le faire sur la scène internationale, a besoin du continent. Nous sommes dans un partenariat gagnant-gagnant. Il nous appartient d'en donner les éléments pour convaincre les autorités canadiennes d'aller dans cette direction. Mais ça me semble passer par le renforcement d'abord des relations politiques entre le continent et le Canada. Je termine enfin pour dire qu'il y a une dimension culturelle. Nous sommes dans un lieu de culture qu'il ne faut pas oublier. Quand on observe ce qui se passe à travers le monde, on a parlé du terrorisme. Le terrorisme ne vient pas que pour tuer, mais il vient pour tuer nos cultures. Il vient pour déstructurer nos sociétés. Une société déstructurée sans repère est une société qui ne peut pas se développer. Et cette initiative, à mon avis, pourrait contribuer à faire en sorte que nous travaillions également sur notre dimension culturelle, de manière à pouvoir compétir sur cette base-là avec les nations les plus développées. Je termine en disant que c'est avec des nations de 20, 30 millions et parfois de 400 à 500 000 âmes que nos États prétendent
s'affirmer et s'imposer, alors que les nations européennes de 40 à 60 millions, se sentant impuissantes à faire face à la compétition internationale, acceptent de se mettre ensemble pour avancer. Acceptons de nous mettre ensemble pour avancer. Nous avons un canal qui nous permet de faire un bon test ensemble et par nous-mêmes. En tout cas, le Mali est prêt à s'y engager et comme vous le savez, s'y est déjà engagé. Merci beaucoup. Merci, Excellence. Donc, chers orateurs, nous avons à peu près entre 7 et 10. On a 5 minutes. 5, 5 minutes au total. 5 minutes au total pour répondre. Des réajustements de tir. Vas-y, moi, je n'ai pas de réponse. Moi, je suis tout à fait acquis aux différentes interventions que nos amis ont bien voulu faire en réaction à ce que nous avons dit. Mais j'aimerais simplement insister peut-être sur 2 ou 3 points. La première question, alors je commencerai par l'intervention particulièrement intéressante de notre frère, monsieur l'ambassadeur du Mali, c'est qu'il faudrait absolument profiter de notre partenariat avec le Canada. Plus particulièrement dans un domaine qui nous touche, qui touche l'Afrique, c'est le domaine de l'environnement. L'Afrique est très éprouvée, plus particulièrement eu égard au changement climatique. Et c'est pourquoi il faudrait tisser des liens avec le Canada, et le Maroc peut, bien entendu, sur cette question bien plus particulièrement peut être d'une grande utilité pour le renforcement de cette opération triangulaire. La deuxième question a été inspirée par une des interventions, et en tant que juriste, j'aimerais vous faire part d'une proposition. C'est que maintenant que le Maroc a mis le pied dans l'étrier, il est membre de l'Union africaine, demain il sera membre de la CEDEAO, il faudrait songer absolument à l'harmonisation du droit des affaires, la réglementation. Et sur ce plan-là, l'Afrique de l'Ouest est très en avance. Il y a cette organisation de l'harmonisation du droit des affaires. Le Maroc va y adhérer. Il faudrait absolument songer à mutualiser les efforts et à coopérer avec nos amis canadiens sur ce plan-là. Dernière réflexion, et c'est une proposition qui touche plus particulièrement les amis marocains. Et je m'adresse respectueusement à nos représentants ici au Canada. Le Maroc vit maintenant au temps de l'Afrique. Ce matin même, Sa Majesté a reçu le président de la Commission. La Commission de l'Union européenne. Monsieur Loukili, 10 secondes. Oui, la Commission africaine. Moi, j'ai une proposition, c'est qu'il faudrait absolument profiter de l'expérience canadienne dans le domaine du développement international, de la coopération internationale, et rebooster l'ACDI. Pas l'ACDI, mais l'Agence marocaine de coopération internationale, pour qu'elle puisse accompagner ce nouvel élan, cette politique africaine rénovée de Sa Majesté. Nous aurons l'occasion peut-être d'y revenir, mais j'aimerais simplement, Madame, avec votre autorisation, dire, puisque Monsieur le chargé d'affaires est là et Madame le consul général également, c'est que le Maroc, le ministère des Affaires étrangères, hier ou avant-hier, a procédé à une refonte catégorique de toutes les directions, avec comme point focal une direction qu'il a arrimée, que le ministère a arrimée à l'Union africaine, c'est la direction du Maghreb et de l'Afrique, de l'Union africaine. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà. Merci, Monsieur Loukili. Donc, juste pour répondre à la question concernant le rôle de ces dimensions spirituelles par rapport au flux migratoire, est-ce que c'est très intéressant et c'est quoi la relation? Je pense que quand même c'est très important quand même d'accorder à cette dimension une certaine particularité, parce que c'est vraiment dans ces déplacements des citoyens qu'il y a beaucoup plus de fragilité pour recevoir des perceptions radicales ou des perceptions vraiment extrémistes par rapport à une certaine interprétation de la religion. Et c'est pourquoi que le Maroc doit vraiment toujours être présent en collaboration avec ses frères pays africains, afin de vraiment d'encadrer ou d'orienter ou de faire en fait une certaine de partager une certaine explication, interprétation d'un islam du juste milieu.
et pour éviter le risque vraiment à l'intérieur de ces déplacements ou de cette migration qui se fait en Afrique. Il y a aussi cette dimension, cette question par rapport au citoyen africain. Est-ce qu'il y a une construction, est-ce qu'il y a une importance en fait de l'être africain, du citoyen africain dans les stratégies et les politiques des États? Je pense que oui. Il y a pas mal de partenariats qui se font dans le sens socio-culturel, que ce soit dans la construction des écoles à travers des collaborations entre le Maroc et un certain nombre de pays africains. Merci, Moulay Hicham. On donne la parole à Soirée, s'il vous plaît. On est vraiment en retard. Soirée, vous avez 45 secondes. Merci, madame. Comment dirais-je, pour juste réagir par rapport à la question sur l'immigration ou bien les migrants, l'apport des migrants est, vous le savez, 70 milliards, supérieur à l'aide publique au développement. Donc, est-ce qu'ils ont un apport? Oui, ils ont un apport. Par rapport à la dimension de l'intégration du Maroc à la CEDEAO, la dimension juridique ne pose pas trop de problèmes de l'intérieur, ça pose le problème de l'extérieur, c'est-à-dire les accords signés entre le Maroc et l'Union européenne. De l'intérieur, ça ne va pas poser le problème. Là où ça va poser des problèmes, c'est au niveau des ajustements techniques, au niveau de nos différentes économies. Et c'est là où tout le débat se trouve aujourd'hui, au niveau de la société civile. Et les acteurs économiques, comme au Nigeria et dans certains pays, s'ils sont opposés, c'est justement quel ajustement faut-il pour ne pas que le secteur privé soit tué. Merci. Merci. Bravo. Merci Soirée de cette précision. Les négociations seront longues et houleuses certainement. Avant d'adhérer complètement, il faut aménager des périodes de transition. Le Maroc est un peu expérimenté parce qu'il a déjà passé énormément d'accords de libre-échange. Il est même dans un partenariat avancé avec le CCG, qui est le Conseil de coopération du Golfe. Ceci est clair. Et déjà, on dit que 2020 n'est pas un horizon aujourd'hui réalisable pour réaliser l'union monétaire par rapport à la CEDEAO. Ça, d'une part. D'autre part, je ne sais pas pourquoi on diabolise les mercantilistes alors qu'ils sont innocents de toute accusation. C'est un courant qui est venu après les physiocrates qui considéraient que la richesse, c'est dans la terre. Les mercantilistes étaient en fait le fer de lance de la mondialisation. C'est un courant qui dit que l'échange est de nature à enrichir mutuellement les nations. Et ça rappelle ce que disait Adam Smith, qui est un peu le fondateur de l'économie libérale, le laisser faire, laisser aller. Ceci dit, quand on scrute les conventions que le Maroc a passées avec les pays de l'Afrique subsaharienne, il n'y a pas que les échanges. Vous prenez l'exemple du Nigeria avec le gazoduc. Si vous prenez l'Éthiopie, si vous prenez la Côte d'Ivoire, la mise en valeur de la baie, pas Côte d'Ivoire, je sais pas, j'ai oublié le nom. Si vous prenez dans le cas de pharmacie, je ne sais pas pourquoi on cherche à diaboliser parfois quelques actions qui sont faites, alors que normalement nous sommes en dehors de cela. Je vous renvoie au discours de Sa Majesté le Roi le 31 janvier 2017, qui a dit qu'on ne cherche pas à voler le leadership à l'Afrique. Oui. Nous cherchons plutôt à accorder à l'Afrique le leadership, et nous sommes en dehors de cette polémique. Le plus important, comme M. l'ambassadeur vient de le dire, c'est de travailler ensemble, en rappelant ce que disait Martin Luther King. L'essentiel, c'est d'avancer, et c'est un peu de se débarrasser parfois de certains relents qui cherchent un peu à rebuter l'action et nos actions. Nous sommes dans un autre paradigme. Et évidemment, je n'ai pas les moyens pour répondre à une question qui est transversale et structurante, la question de la place de la diaspora. On peut parler peut-être de l'expérience marocaine, mais je ne sais pas si M. Moubrad est le mieux placé pour donner quelques éléments de réponse. C'est Moubrad. Merci, professeur. Donc, par rapport à la question qui a été posée, je trouve qu'elle est parfaitement pertinente. Et je dirais que j'ai quelques pistes. Mais en fait, c'est des pistes qui ont été adoptées par le ministère, et à travers une politique gouvernementale tout à fait volontariste, et qui pourrait servir d'exemple, bien évidemment, pour toutes les autres diasporas. Tout récemment, parmi les éléments, bien les composantes sur lesquelles repose la politique du ministère, du gouvernement envers la communauté marocaine établie à l'étranger, il y a cette partie, je dirais, de représentativité et d'implication des compétences marocaines. Il y a plusieurs réseaux de compétences marocaines à travers le monde avec lesquels le Maroc développe des relations de façon continue sur plusieurs aspects. L'une des, sans se prolonger par rapport à cette thématique qui peut faire l'objet également, au même titre, d'autres questions d'un autre colloque ou bien d'une autre conférence, récemment, il n'y a pas très longtemps, le ministère, et là je fais allusion parce qu'on ne peut pas faire sans l'économique.
On ne peut pas faire sans le privé, on ne peut pas faire sans la création de richesse. Le ministère, avec la CGEM, qui est la Confédération Générale des Entreprises du patronat au Maroc, ont lancé récemment l'idée, le concept de la 13e région. Comme vous le savez, bon, pour les gens qui ne savent pas, le Maroc compte 12 régions territoriales. À côté, donc, on a imaginé la 13e région qui est, c'est-à-dire les investisseurs. Et au sein de la Confédération, il y a une place aujourd'hui pour les investisseurs, ou bien les Marocains qui sont intéressés par l'idée d'investir au Maroc. Mais ils sont sous l'égide aujourd'hui et ils ont accès direct à travers une plateforme. Et vous avez parlé du digital. Là, il y a une place très importante parce que ça réduit les distances. Ça vous permet aujourd'hui de n'importe où d'accéder à une panoplie d'informations et de services. Ils ont accès aux mêmes services que n'importe quel entrepreneur qui se trouve en territoire marocain aux services offerts par la CGEM. Ça, c'est une idée qui pourrait servir. Mais également, il y a d'autres sujets à titre universitaire, c'est-à-dire des thématiques de recherche universitaire, des thématiques qui touchent le développement humain, des thématiques aujourd'hui qui ont tout à fait leur place dans nos politiques économiques, comme quand on voit par exemple aujourd'hui la montée de l'importance, je dirais, de tout ce qui est environnement et changement climatique. Voilà, je vous remercie. Merci. Ceci se rejoint à la 6e région en Afrique qui est faite pour la diaspora. Et c'est une réflexion, la 13e région, c'est une réflexion de ce qui se passe en Afrique, qui est la 6e région pour la diaspora africaine et qui a même invité Haïti comme dernier pays qui se joint à l'Afrique. Bon, avant de passer au plus important, qui est le déjeuner, j'ai été informée que on a 450 followers sur Facebook. C'est extraordinaire vu que c'est une journée de travail. 450 qui suivent ce débat internationalement. Et donc, je vais juste demander à tous ceux qui nous suivent de nous attendre pour une trentaine de minutes. Donc, on aura 30 minutes pour avoir un déjeuner ensemble au 2e étage.